Sur la première, 7h37, le plaisir de recevoir tout de suite une des grandes voix du Maghreb et de la francophonie, c'est l'écrivain et essayiste algérien Boualem Sansal. Bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'être notre invité. merci de m'avoir invité. Vous êtes de passage à Genève, Boualem Sansal, à l'occasion du Salon du Livre. On en parlait du Salon du Livre il y a quelques instants. Votre dernier roman en date s'intitule 2084. C'est un roman qui décrit un pays mis en coupe et réglé par une religion totalitaire. On va, avec vous évidemment, aborder notamment la place de l'islam dans nos sociétés et évoquer aussi l'Algérie, votre pays dans lequel vous continuez d'habiter. L'Algérie, dont le président, affaibli par des ennuis de santé, amoindri dans ses capacités par un AVC depuis quelque temps, dont le président Bouteflika est arrivé d'ailleurs ce dimanche aux hôpitaux universitaires de Genève pour effectuer un contrôle médical. Et il n'en fallait pas davantage pour que repartent de plus belle les spéculations sur l'avenir politique et économique de l'Algérie. Qu'est-ce que ça vous fait, Boualem Sansal, comme ça, de séjourner, ne serait-ce que momentanément, quelques heures, quelques jours dans la même ville que le président Bouteflika? C'est une coïncidence. J'y ai pas pensé, c'est vrai, mais je savais que le président était là. Il est très souvent en Suisse, il a ses quartiers, il a... c'est un hasard, ça me fait sourire, quoi. Ça vous fait Tout sourire? simplement. Quels sont vos liens directs avec lui? On sait que, évidemment, vos écrits vous attirent beaucoup d'ennuis, pour ne pas dire plus, du côté de l'Algérie, pays où vous continuez à habiter. Quels sont vos liens avec le président, si vous en avez encore? Je n'ai aucun lien avec le président. Je crois savoir qu'il ne m'aime pas beaucoup quand même, puisque en 2003, il m'avait limogé et il semblait que l'ordre... Enfin, j'étais haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie et il semblait que l'ordre venait directement de son bureau. Et, bon, c'est vrai que depuis son arrivée au pouvoir en l'an 2000, j'ai mené contre lui une campagne je le dénigre, je le dénonce. C'est un homme du passé qui est venu avec un esprit de vengeance, avec un esprit de potentat moyen-oriental extraordinaire. C'est un homme assoiffé de pouvoir. Et à l'époque, personne ne croyait à cela. Bouteflika était souriant, il venait parler de démocratie, et tout le monde est tombé dans ce piège. Et moi, je disais attention, tout ça, c'est de la politique spectacle, c'est pour séduire. Et le réveil va être très difficile. Et on l'a vu au cours du temps. Bouteflika a servi de paravent à des crimes contre l'humanité commis en Algérie par les islamistes, par les généraux. C'était ça sa fonction. Il n'a pas été élu par le peuple, il a été recruté par les militaires pour faire un deal entre les islamistes et les militaires, trouver un modus vivendi. Il y a réussi, je dois dire que de ce point de vue-là, c'est un homme extraordinaire, extraordinairement compétent dans son... voilà les généraux algériens totalement absous des crimes qu'ils ont commis pendant 10 années, et les islamistes, pareil, voilà, pas de justice. Ça, c'est l'Algérie que vous Ça, c'est décrivez. l'Algérie. Mais je l'ai dit, vous continuez de vivre en Algérie. Au fond, les propos que vous tenez ici, mais vous les tenez là-bas, sur place aussi, vous vaudrez quasiment la prison. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Est-ce que vous n'avez pas peur des représailles? Vous en avez quelques-unes. Au fond, pourquoi continuez-vous de vivre en Algérie? Vous vous voyez comme une sorte de résistant, Boualem Sansal? Oui, c'est compliqué. On n'arrive pas toujours à expliquer ce qu'on fait. Donc moi, je suis algérien, je vis en Algérie. Dès le départ, j'ai pensé que mon pays était en guerre, en difficulté, qu'il faut être là, qu'il faut se mobiliser, il faut trouver une façon de se battre. Et se battre sur quoi? Pour moi, c'est sur la démocratie, sur la liberté, sur l'état de droit. Et bon, voilà. Donc on est là-dedans, on est pris dans des réseaux, Et c'est vrai que je peux évidemment venir m'installer en Suisse ou en France et mener ce combat à partir de là. Mais ça perd de savoir. Une parole est forte quand elle est dite là où il faut. Voilà, je pense que si j'étais en France, c'est une voix parmi d'autres. En Algérie, c'est la voix de Boualem Sansal. Pour moi, ça compte, et pour les citoyens algériens, ça compte. En Algérie, des intellectuels, des journalistes ont été assassinés. L'écrivain Tahar Djaout a été assassiné. Il disait cette formule qui est quasiment devenue célèbre: si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Est-ce que cette phrase, vous la répétez souvent, Boualem Sansal? Ah, complètement, oui,
Je vis avec cette phrase, je trouve que c'est important. Il a dit quelque chose d'important. Il faut rester dans son pays quand il est en difficulté et parler. De toute façon, notre arme, nous n'avons que cette arme-là et nous ne voulons pas en utiliser d'autres. C'est parler aux gens jusqu'à les convaincre. Et puis, une fois que les citoyens sont, ils prennent conscience des problèmes, ils agissent très naturellement et les choses ensuite vont très vite. On l'a dit, la présidence algérienne et le président sont en totale déliquescence. Ça coïncide avec une Algérie confrontée à un début de crise économique dont on ressent les premiers effets. J'imagine que vous aussi. Comment va réagir le pouvoir algérien en cas d'aggravation de cette crise au maximum? Est-ce qu'on risque une forme de guerre civile en Algérie? Écoutez, le pouvoir en Algérie, et même depuis l'indépendance, et même avant l'indépendance, a toujours été un pouvoir collégial. Il n'y a jamais vu que le cas où une seule personne décide, ça n'existe pas en Algérie. C'est collégial, donc jusqu'à présent, les militaires ont toujours réussi à assurer des transitions plus ou moins pacifiques. J'imagine que depuis que M. Bouteflika a eu son AVC, ils ont discuté, rediscuté, rediscuté. Ils ont dû préparer 36 000 scénarios et puis ils attendent le dernier moment pour choisir le scénario victorieux. Je pense qu'ils pourraient réussir cette transition encore une nouvelle fois. Encore que les conditions d'aujourd'hui sont difficiles. La situation dans le monde s'est aggravée. Les interférences étrangères sont très fortes, les menaces extérieures sont très fortes. Le prix du pétrole a très fortement baissé. Et on sait que c'est important pour l'Algérie, évidemment. C'est important, nous ne vivons qu'avec cela. Le pétrole assure 98% de nos ressources. Est-ce qu'un scénario, c'était ça la question que je posais par rapport à une éventuelle guerre civile, est-ce qu'un scénario à la syrienne est totalement exclu en Algérie dans les prochaines années ? Exclu, non, je dirais pas. Je dirais non. Moi, je suis très, 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 très pessimiste. Même si les militaires arrivent à faire un deal et à choisir un président et que la transition se fasse à moyen terme, l'Algérie est en danger. C'est un pays qui n'est pas stabilisé, qui n'est pas. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, la région de Kabylie a décrété son indépendance. Il s'est créé un parti autonomiste qui a créé un gouvernement en exil à l'étranger et il est passé à la phase finale. Il a déclaré à New York, aux Nations Unies, l'indépendance de l'Algérie. Il y a des tensions sécessionnistes extraordinaires en Kabylie, chez les Touaregs au sud. L'Algérie est dans une situation économique absolument catastrophique. Je répète souvent cela, les seules personnes qui travaillent en Algérie, c'est les Chinois. Oui. On est dans Et dans le pétrole en plus, oui. Oui, voilà. Et donc, c'est une situation grave. Les islamistes sont embusqués au sud. Évidemment, c'est le GSPC et l'AQMI et tout ça. Et en Libye, Daesh est embusqué. Il attend le moment de pouvoir entrer en Algérie. Voilà. Et l'armée, et là, ça, c'est une chose nouvelle qui est extrêmement dangereuse. L'armée est très, très, très divisée. Elle a toujours réussi à garder ce minimum de cohérence qui fait que... Et là, Bouteflika l'a tellement fissuré, déstabilisé. Vous savez que ces 5 dernières années, il a limogé... ces 5 dernières années, il a limogé la quasi-totalité des généraux de l'armée, y compris le patron des services secrets que les Algériens appellent depuis une vingtaine d'années le dieu de l'Algérie. On a le sentiment de retrouver beaucoup d'ingrédients qui parcourent votre dernier roman, 2084, où je disais, vous décrivez un totalitarisme religieux derrière lequel on devine l'islam, que pourtant vous ne nommez jamais, au fond. Est-ce que ce scénario-là peut contaminer l'Algérie? On sait qu'il est en train de contaminer probablement d'autres régions du monde. L'Algérie aussi, Boualem Sansal? Oui, absolument. Mais les islamistes sont quasiment au pouvoir. Vous savez que Bouteflika, pour
amnistié, on va dire, les militaires et tout ça, étaient obligés d'ouvrir la porte aux islamistes. Ils sont dans le gouvernement et je crois qu'ils sont 6 ou 7 ministres dans le gouvernement. Ils sont à l'Assemblée nationale. Ils ont plus de 70, voire 90 députés. Ils sont au Sénat. Ils tiennent à peu près une majorité, une grosse partie du commerce intérieur, travaillant notamment avec les Turcs, avec Dubaï, avec les Chinois. Voilà, donc il y a une nomenclatura islamiste qui s'installe et qui a assoiffée de pouvoir et qui de plus en plus s'inscrit dans une des stratégies internationales, parce que l'islamisme national, c'est fini. Maintenant, c'est une confrérie internationale qui se concerte avec leurs frères de Tunisie, du Maroc, de France, du Canada, des États-Unis, dans une stratégie globale. L'islam sera probablement, c'est ce que vous dites, la religion qui va finir par dominer le monde, ça ira jusque-là ? Oui, ça va aller dans ce... Oui, je pense... alors, est-ce que c'est l'islam ou quelque chose qui ressemble à l'islam ? L'islam, dans les pays musulmans, c'est de l'islam, mais de l'islam d'Occident qui est en train de naître. Et évidemment, il sera matiné d'ingrédients nouveaux. Il est en train d'intégrer des éléments nouveaux de l'Occident, de peut-être une certaine forme de laïcité, ou je ne sais quoi. Donc, l'islam a évolué au cours du temps. On l'appelle islam, c'est un nom générique, mais il a évolué. Il a été sunnite, et puis ici il a été chiite, et puis c'est fractionné, il a pris des couleurs. L'islam d'Indonésie n'est pas l'islam d'Afrique, qui n'est pas l'islam du Maghreb, qui n'est pas l'islam de Suisse ou de France. Et il y a une construction comme ça unitaire qui est en train de se faire, dirigée, et il y a des luttes internes, évidemment, au sein du monde musulman. Qui va gouverner cet islam ? Est-ce que c'est les Saoudiens ? Est-ce que les Qataris? Est-ce que c'est Erdogan? Parce que le dernier califat, c'était le califat ottoman, et donc ils ont cette volonté de reconstituer le califat, pas seulement à l'intérieur de la Turquie, mais le califat, c'est-à-dire qu'ils dirigent toute la communauté, la Oumma musulmane à travers la planète, et de reprendre la mission prophétique de l'islam, c'est de convertir toute la planète. Donc il y a des compétitions internes très 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 fortes. Qui va l'emporter, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est les Turcs? Est-ce que c'est les Perses? Est-ce que c'est les Arabes? Est-ce que c'est les Indonésiens? Ou est-ce que c'est les Occidentaux qui commencent à comprendre, et ça il faut en prendre conscience, c'est pour ça que je dis que l'islam va très vite s'implanter en Occident, parce que de plus en plus, on commence à comprendre qu'il vaut mieux tenter de récupérer l'islam que de le combattre. On ne peut pas le combattre, on irait vers des guerres civiles. Donc il faut le récupérer, le socialiser, l'intégrer, et puis ça pourrait demain servir, ce serait une composante demain du Parti Socialiste, du RPR, de tout ce que vous voulez. Et voilà. Il y a 8 ans quand même, dans votre roman Le village de l'Allemand, qui a été censuré en Algérie, vous faisiez un parallèle entre islamisme et nazisme. Ça racontait l'histoire d'un SS qui fuit en Égypte après la défaite allemande et qui se retrouve ensuite à aider l'armée de libération algérienne pour devenir un héros de guerre. Il faut vraiment aller jusque-là, Boualem Sansal, faire parallèle entre non pas islam, mais islamisme, il y a une nuance, et nazisme. Vous faites encore le parallèle au jour d'aujourd'hui ? Plus que jamais. Non, vous savez d'abord qu'il y a des justifications historiques. On ne va pas développer ici l'histoire du grand mufti de Jérusalem c'est ce qu'on a appelé les bataillons islamiques d'Hitler. L'hitlérisme et l'islamisme ont coopéré de manière très 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 forte, très intime, par le truchement du grand mufti de Jérusalem. Mais ça a laissé des traces. Ça c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui on en est encore là ? Oui, on en est là. Mais vous savez, tout système totalitaire est quelque part emprunte les ingrédients du nazisme, le culte du chef, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc par rapport à ça, je vous reprends sur le mot, il faut s'en accommoder, il faut essayer de l'apprivoiser. On est dans ce système qui tend à être de plus en plus totalitaire, on n'a pas le choix, il faut essayer de l'apprivoiser, c'est notre seule porte de sortie.
Oui, pour le moment, la conviction démocratique est telle que on va forcément vers cela, enfin, faire un deal, voilà, trouver des accommodements. Et ils se feront forcément au profit de l'islam et de l'islamisme. Sinon, que faire? Abandonner la démocratie en ce moment. Vous ne pouvez pas combattre le terrorisme dans un état de droit parfait. Vous êtes obligé d'aller un peu du côté des lois liberticides, de donner de plus en plus de pouvoir aux services de sécurité, à l'armée. Voilà, ils ne peuvent pas dépendre des civils et des lois, alors que le terroriste, lui, est totalement libre et il fait ce qu'il veut. Donc, il va se passer ce qui s'est passé pendant la guerre d'Irak, où les Américains enlevaient des gens dans la rue, ou pendant la guerre d'Algérie, l'armée française qui ramassait les gens dans la rue, les torturait, les faisait disparaître. C'était la seule façon pour eux, disait-il, de vaincre le terrorisme. Et effectivement, ils ont réussi, pas à le vaincre, mais à atténuer ses effets. Parce que le terrorisme, il a cette souplesse, c'est qu'il rebondit d'un endroit à l'autre. Vous le frappez là, il ressort de l'autre côté, sous une autre forme. Il reconstitue ses réseaux très, très vite, dans l'état de désorientation générale qui est aujourd'hui l'état du monde. Ça devient très facile de recruter, de créer du désordre. Et les services de sécurité qui travaillent dans l'ordre, eux, ne peuvent pas suivre le mouvement.